Notre intro. Donc, bonjour à tous. Je suis content que vous soyez ici avec nous. Nous allons parler aujourd'hui d'un projet qui s'appelle le projet Artemis. On va aussi parler de démarche scientifique et de design en ingénierie. Ça, c'est le plan. Mais n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section clavardage. Je suis ici pour y répondre. Et s'il arrive que vous regardez cette émission en rediffusion, n'hésitez pas de mettre vos questions dans la section commentaires, car je les regarde pour me donner des idées pour ces sessions. Donc, nous avons aujourd'hui Chiffre Alphabet qui dit un bonjour. Voyons voir quel est notre premier sujet. Alors ici, j'ai commencé à faire j'ai fait dans les nouvelles, un des grands projets qui arrive, c'est le fait qu'on veut avoir la Station spatiale internationale que nous avons maintenant approche la fin de sa vie, donc 2024 probablement. Et donc, présentement, il y a un regroupement de pays qui réfléchissent à un nouveau projet, qui est le projet Gateway. J'en ai parlé dans le passé, mais l'idée, c'est d'avoir une station spatiale qui orbite notre Lune. Maintenant, avant de faire cela, il faut faire quelques études, et le projet Artemis ici est cette idée d'un projet. Donc, l'idée, c'est qu'il y aura le premier vol pour ce projet. Ce premier vol va être lancé le 29 août 2022. Je sais que c'est la semaine prochaine ou dans 9 jours. L'idée, c'est, j'en parle maintenant parce que c'est très intéressant pour ceux qui veulent commencer à réfléchir à ce sujet. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un vaisseau qui s'appelle Orion qui sera lancé à partir de Cap Canaveral ici en Amérique du Nord, donc en Floride. Et puis l'idée, c'est que la fusée est déjà sur la place pour le lancement. Donc l'idée, c'est, voyons voir ce qui arrivera à ce projet. Donc l'idée ici du projet, c'est de prendre des données afin de bien comprendre comment est-ce qu'une nouvelle station spatiale peut bien fonctionner. Donc ici, c'est un peu une photo qui... Alors, j'ai pris ceci sur le site web de la NASA et je vais mettre un lien dans la description tout à l'heure. Et l'idée ici, c'est que nous sommes ici en Floride, donc c'est dans le sud de l'Amérique du Nord. Il y aura le lancement d'Orion. L'idée, c'est que nous allons avoir ce vaisseau, alors ici la ligne verte, qui va s'approcher de la Lune. Ce vaisseau va utiliser la gravité ici de la Lune pour faire une accélération et prendre son orbite autour de la Lune. Donc, l'orbite ici, c'est la ligne, vous pouvez voir, la ligne qui est grise juste ici. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce vaisseau en orbite autour de la Lune pour quelque temps. L'idée, c'est de prendre des données sur la trajectoire pour se rendre là, prendre des mesures pour voir si c'est une orbite qui est une bonne façon de pouvoir avoir cette station. Je rappelle que ce dessin ici n'est pas à l'échelle, bien sûr, parce que la distance entre la Terre et la Lune n'est pas petite comme ceci. Alors, ici, l'idée, on a, alors ça va être une mission qui va durer à peu près de 26 à 42 jours. L'idée, c'est que ça va prendre après une semaine et demie pour se rendre ici en orbite. Il resterait peut-être une semaine ou deux en orbite et après, il y aurait le retour à la Terre. Maintenant, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'ils utilisent ici la gravité de la Lune pour avoir une accélération, pour utiliser moins de carburant. Et ici, la petite ligne verte, il semble qu'il serait à peu près à 100 km de la surface de la Lune pour faire cela. N'oubliez pas que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y aurait pas de friction avec le vaisseau spatial et c'est pour ça qu'on peut voler à une distance d'à peu près 100 km, ce qui n'est pas très, très loin, pour faire cette idée alors en anglais, c'est le slingshot, pour arriver à l'orbite que l'on veut avoir. L'idée de ceci, c'est de prendre des données pour voir cette nouvelle station spatiale qu'on appelle Gateway. Il faut bien sûr prendre des données parce que nous allons avoir des personnes qui vont vivre sur cette station.
Donc, tout ce que nous avons appris de la Station spatiale internationale peut être maintenant transféré et être utilisé pour ce nouveau projet Gateway. N'oubliez pas que l'idée d'avoir une station spatiale autour de la Lune permet de pouvoir avoir un ravitaillement. Il y aura accumulation de ressources, bien sûr, de façon à ce qu'éventuellement, il y a des personnes qui veulent avoir quelques endroits où on peut rester sur la Lune pour prendre des données, pour faire des études scientifiques, retourner à la station spatiale pour se ravitailler et retourner à la Terre. Donc, c'est comme un peu un développement pour les programmes spatiaux. N'oubliez pas qu'une fois qu'on a peut-être une petite base sur la Lune, c'est un endroit où il y a moins de gravité. C'est un endroit qui peut être utilisé pour des missions si on veut retourner, si on veut aller sur Mars ou plus loin. N'oubliez pas, la plus grande difficulté, c'est une question de carburant. Les ressources nécessaires à monter de la surface de la Terre jusque dans l'espace et après l'énergie pour aller de l'espace jusque sur Mars et bien sûr être capable de revenir, bien sûr. Donc, c'est toutes des petites étapes pour s'approcher de cela. Donc, pour ceux qui sont intéressés, allez faire un tour sur le site web de la NASA, c'est toujours fantastique. Et je ne sais pas s'ils ont mis l'orbite ici. Voyons voir. Alors, ils disent que il semble que la distance serait 70 000 km de la surface comme orbite. Je devrais vérifier cela. Je trouve ça un peu loin, mais il se peut que ce soit le cas. Voyons voir. Ici, perform half évolution. Alors ici, 38 000 veut dire probablement à peu près ça, 70 000 km. Fantastique. Donc, ça, c'est le prochain projet. Et ça, c'est un projet qui commence bientôt. Et il y a plein de petites missions qui vont retourner sur la Lune d'ici la fin de l'année. Donc, je vais voir si je peux faire une petite compilation la semaine prochaine pour donner plus d'informations. Comme ça, vous allez être excité comme moi pour voir cette mission ou les missions qui vont continuer à avoir les humains de retourner sur la Lune. Parce que la dernière fois que les humains sont allés sur la Lune, c'est les années 1960-1970. Ça fait longtemps. Donc, il y a plein de scientifiques qui sont excités de cela. En faisant mes recherches, chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que, j'ai oublié ici de mettre un E. Alors, il y a ici Nicole Onupatman qui sera la première astronaute qui fait partie des Premières Nations ici aux États-Unis. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui étaient des hommes, mais la première femme qui vient de descendance de Premières Nations va aller dans l'espace. Bien sûr, on essaie de promouvoir le multiculturalisme tout en ayant des personnes qui sont compétentes. Et n'oubliez pas que si on prend un bassin de population, si nous avons, disons, je ne sais pas, des candidats pour être astronaute, disons qu'il y a 1000 candidats. Sur ces 1000, il y a bien sûr des tests. On va s'assurer qu'ils ont les compétences pour aller dans l'espace. Donc, de ce 1000 personnes, ça peut descendre à peut-être quelques dizaines de personnes. Mais n'oubliez pas que sur 1000 candidats, si on veut avoir un certain multiculturalisme et avoir une compétence pour avoir dans les premiers 10 ou 20 personnes, ça prend, on veut avoir de plus en plus de personnes. Donc, on a besoin de plus en plus d'hommes, de femmes et comment on pourrait dire ça, de façon à ce qu'on puisse promouvoir le multiculturalisme, de façon à ce que l'on puisse avoir une inclusivité, pas seulement sur notre planète, mais dans l'espace aussi. Donc ça, c'est une nouvelle qui est arrivée cette semaine. Je me suis dit que j'allais le présenter avec vous. C'est toujours intéressant de voir cela. N'oubliez pas que les astronautes, lorsqu'ils sont choisis, on les choisit parce qu'ils ont plusieurs compétences. Donc, quelqu'un peut dire, cet astronaute est un ingénieur, ça va. Mais être ingénieur n'est pas assez. Parce qu'on ne peut pas envoyer dans l'espace une équipe de 20 personnes
avec un ingénieur, un spécialiste pour réparer certaines choses, spécialiste de communication, des pilotes, des personnes qui font différentes recherches sur la croissance de nourriture et autres. Lorsqu'on est astronaute, on veut avoir une variété de compétences. Alors, si je me rappelle bien, donc on va juste aller faire un tour ici, juste pour voir. Alors ici, cette dame, elle est une ingénieure, voilà. Ingénieure ici mécanique, voilà. Très bien. Elle est aussi un pilote, voilà. Souvent, chose intéressante, ils vont essayer d'avoir des personnes qui ont leur licence de pilote en même temps, parce que n'oubliez pas que si nous avons dans la station spatiale ou dans un vaisseau spatial 5 personnes et que sur les 5, 4 sont docteurs, 4 sont ingénieurs électriques et mécaniques, 3 sont des pilotes et qu'il y a peut-être les 5 qui peuvent faire de la recherche sur différents sujets. On se retrouve avec une équipe qui peut faire plusieurs choses en même temps. C'est un peu la même chose sur la planète ici. Si un employeur veut engager quelqu'un, le fait d'engager une personne avec plusieurs compétences scientifiques, ça leur permet de pouvoir avoir une personne qui fait plusieurs choses. Alors, une des raisons pourquoi que moi, je voulais apprendre l'anglais, par exemple, c'est le fait d'être bilingue. Je sais qu'en Europe, on peut savoir plusieurs langues parce que les pays sont beaucoup plus près. Mais pouvoir parler plusieurs langues permet d'avoir une personne qui peut voyager et faire des affaires, que ce soit comme employé ou comme chef d'entreprise. Ça vous permet de pouvoir parler avec plusieurs personnes sans avoir besoin d'interprètes. Donc, j'ai toujours fait la promotion d'apprendre les langues. C'est une bonne façon de le faire. Je me rappelle, voyons voir, il y a une ville près d'Ottawa il y a quelques années où on avait, c'était du côté du Québec, qui est la province qui était en français, et il y avait l'Ontario qui était Ottawa. Donc, il y a 2 villes qui se sont séparées par une rivière. Et les employés d'un côté de la rivière étaient francophones, de l'autre côté étaient anglophones, mais c'était très difficile pour eux de communiquer parce qu'ils étaient excellents dans leur langue, mais lorsqu'on voulait avoir une connexion, on voulait avoir des projets communs, c'était beaucoup plus difficile. Donc, l'idée, c'était de pouvoir engager des personnes qui sont bilingues pour pouvoir avoir une bonne façon d'intégrer des projets. Maintenant, la ville qui était française a dit « Ah, ça nous prend des anglophones », donc ils ont engagé des anglophones, mais le problème qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont oublié de penser que les nouvelles personnes devaient parler anglais, mais aussi français. Parce qu'avoir une ville qui engage des francophones unilingues ou des anglophones unilingues n'aide pas la situation. Donc, je suis très fier de ceux qui sont en Europe. C'est toujours fantastique de voir comment est-ce que vous avez plusieurs langues et vous pouvez communiquer entre vous. Alors, ça, c'est un peu notre sujet ici. Si vous appréciez notre live aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez une question, n'hésitez pas à les mettre dans la section clavardage. Je suis ici pour répondre à vos questions avant tout. Et si vous aimez notre live, n'oubliez pas de faire le petit pouce comme ceci. Ça aide avec l'algorithme. Et moi, je vais continuer. Et aussitôt qu'il y a des questions, ça me fera plaisir de les inclure. Alors, voyons voir le prochain sujet. Alors, le prochain sujet, c'est que en Ontario, il y a un nouveau programme de sciences qui commence en septembre, donc dans 2 ou 3 semaines. Et la raison pourquoi c'est intéressant, c'est que l'ancien programme date de 2008 comme ceci, donc ça fait 14 ans. Alors, ça veut dire qu'il y a des personnes qui, dans mes classes en 9e année ou en secondaire 3, ils n'étaient pas encore nés ou étaient à la naissance. Pensez à comment est-ce que les technologies et les sciences ont changé depuis 2008. Donc, on a un nouveau programme de 2022.
Et donc, ça, c'est toujours intéressant de discuter. Alors, on va regarder ici, donc à l'intérieur du programme, il y a la démarche scientifique. Donc, cette chaîne, ici, j'aime bien les sciences. On a fait des expérimentations et des démos. Il y a aussi le processus de design en ingénierie. Donc, il y a un peu les deux et je veux qu'on regarde les deux. Donc, j'aime bien sur cette chaîne parler de STEM ou de STEAM, où on parle de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Et donc, je vais montrer la différence entre une démarche scientifique, donc pour des personnes qui aimeraient faire leurs études ou avoir une carrière, soit en biologie, par exemple, en recherche sur le cancer, que ce soit physicien ou chimiste, ça peut être un biochimiste, ça peut être aussi des géologues, bien sûr, ce sont des scientifiques. Mais il y a des personnes qui, dans ce groupe, aimeraient bien être ingénieurs. Et l'ingénierie est l'application des sciences pour résoudre un problème de notre société. Donc, on va regarder un peu les deux. Je trouve que c'est intéressant de regarder comment est-ce qu'ils sont similaires, mais qu'il y a des différences. Peut-être que ça peut aider certaines personnes dans le groupe à savoir, est-ce que je préfère être scientifique ou être ingénieur? Donc, moi, j'ai un bac en géologie, donc c'est un bac en sciences dans lequel j'ai appris sur la géologie, bien sûr, la chimie, j'ai appris sur la physique, j'ai appris sur toutes sortes de choses sur les concepts de sciences. Il y avait le département à McGill, le département d'ingénierie, qui, eux, avaient plusieurs choix, comme ingénierie civile, ingénierie électrique, mécanique. Il y a quelques années, on a eu aussi l'ingénierie physique, qui est un aspect un peu plus théorique de l'ingénierie, mais tout de même, toujours l'application. Donc, on va prendre quelques instants pour regarder la démarche scientifique et après ça, on passera sur le processus de design d'ingénierie. J'ai mis les deux côte à côte pour vous montrer comment est-ce qu'ils sont très similaires. Donc, lorsque je fais des labos dans ma classe de sciences, donc c'est bien d'apprendre des concepts, mais c'est bien de pouvoir les appliquer pour comprendre comment quelque chose fonctionne. Donc, je vais commencer ici avec définition et planification et nous allons faire le grand tour. Alors, voyons voir. Définition et planification. Donc, lorsqu'on est en sciences, quelquefois on peut décider, donc si je prends mon téléphone ici, je sais que j'ai un écran qui est ici, qui est lumineux, qui montre un aspect visuel. J'ai aussi une caméra qui est ici. Cette caméra a des caractéristiques optiques pour pouvoir prendre des photos. Il y a une pile à l'intérieur qui permet de donner de l'énergie. Donc ici, par exemple, si je prends l'idée d'une pile qui est derrière, donc moi, je veux savoir, par exemple, combien de temps est-ce que la pile de mon téléphone peut durer, sachant que je vais regarder des vidéos ou peut-être que je vais envoyer des données, soit par exemple en faisant un live sur un téléphone. Donc l'idée, c'est d'avoir un problème qui est, j'aimerais savoir la durée de vie d'une pile, d'un téléphone du style que j'ai ici. Alors ça, c'est le problème. Le contexte, c'est que moi, j'aime bien avoir un téléphone qui veut durer le plus longtemps possible. Donc, peut-être que je vais tester à savoir quelle est la meilleure pile pour mon téléphone. Maintenant, je vais concevoir l'expérience. Donc, ici, par exemple, je vais décider que j'ai mon téléphone ici. Je vais, premièrement, ma première expérience, c'est de regarder des vidéos peut-être sur YouTube continuellement jusqu'à ce que la pile soit finie. Le deuxièmement, ça peut être, j'aimerais écouter de la musique seulement et voir combien de temps mon téléphone va durer. Et peut-être, ça serait par exemple faire un live sur Instagram ou sur YouTube et voir combien de temps ma batterie va durer. Donc ici, c'est le fait qu'on regarde la batterie, non, la pile de mon téléphone et voir la durée. Maintenant, ça, c'est un peu l'idée de concevoir. Maintenant, je réalise celle-ci, ça peut prendre 5, 6 heures, 12 heures en ce qui concerne
la pile de mon téléphone. Dans mes classes, souvent, c'est des laboratoires qu'on peut faire à l'intérieur de, je ne sais pas, d'une heure, quitte à regarder les données plus tard, mais on est quand même contraint par le temps ici. Consigner les données. Bien sûr, il faut documenter ce qu'on trouve de façon à ce que quelqu'un qui fait la manufacture, non, quelqu'un qui a des piles va avoir peut-être plusieurs piles différentes et va faire un rapport sur les données, se rapportant à la quantité d'énergie qui est utilisée et la quantité d'énergie qu'il reste dans la pile tout au long de l'expérience. Et bien sûr, il faut analyser ceci, à savoir quel est les résultats de l'utilisation de l'appareil sur la pile. C'est fantastique et on communique les résultats. Donc, un exemple de cela, c'est qu'on peut avoir une compagnie de téléphone qui dit, OK, nous, on ne veut pas créer une pile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les piles disponibles sur le marché et on va les tester, à savoir quelle est la meilleure pile que nous voulons mettre dans notre téléphone. Ça, c'est une démarche scientifique. Il y a une question spécifique, on conçoit une expérience, on la fait et on arrive à une conclusion. Si nous avons peut-être 5 ou 6 piles différentes, on va dire la pile B est la meilleure pour ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est une démarche scientifique. Maintenant, il y a le processus de design en ingénierie. Donc, en ingénierie, qu'est-ce que l'on fait? C'est on prend des concepts de science de plusieurs différents aspects, on les met ensemble pour faire un prototype, pour faire un objet, un appareil pour résoudre un problème. Donc, si je prends le processus de design d'ingénierie, ce n'est pas le fait d'avoir un téléphone ici qui a une pile, mais c'est avoir un téléphone qui va fonctionner comme on veut le faire. Donc, on a des compagnies comme Apple, on a Samsung, Huawei ou autres qui vont créer des téléphones ou des nouvelles versions de téléphones à tous les ans ou deux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'à chaque fois, il y a une amélioration de ceux-ci. Alors, qu'est-ce que font les ingénieurs pour faire des designs en ingénierie? Et bien sûr, je parle de téléphone ici parce que c'est facile, mais c'est le même principe pour faire une voiture, pour faire une fusée, par exemple, ou quelque chose de plus simple comme un appareil à la maison, une lampe ou autre objet où on doit réfléchir sur plusieurs composants qui fonctionnent ensemble. Donc ici, on va parler encore, alors si on regarde la roue, la partie extérieure est exactement la même que la démarche scientifique. On a la définition et planification, la réalisation et la consignation, donc faire le prototype et prendre les données. Il y a analyse et interprétation et bien sûr, on communique l'info. Alors, regardons voir. Alors, en ingénierie, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au lieu de définir un problème, comme en science, on a parlé de piles, on va essayer de examiner et comprendre le problème. Donc ici, je vais dire, c'est une compagnie qui veut créer un nouveau téléphone, une nouvelle version de téléphone. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut concevoir et proposer des solutions potentielles. Donc, si on prend une nouvelle version de ce téléphone, alors un nouveau modèle, on va dire, OK, pour pouvoir faire ceci, on a besoin d'un écran qui projette le visuel. On a besoin de certains aspects pour le son, pour donner le son lorsqu'on va écouter la musique. On veut aussi avoir une pile qui donne l'énergie. Il y a la partie où on peut avoir la vibration. Il y a le système d'opération de ce téléphone. Donc, il y a plusieurs choses à considérer. Donc, les ingénieurs vont dire, OK, nous, on veut un nouveau téléphone. Regardons ce qui est disponible. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, OK, il y a des scientifiques qui ont regardé quelle serait la meilleure pile ou quelles sont les différentes piles disponibles, quelles sont les différentes caméras disponibles,
quels sont les différents écrans disponibles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont sélectionner, alors ici, ils vont sélectionner les options possibles pour faire ce nouveau téléphone et ils vont créer un prototype. Ils vont dire, OK, ça, alors ils vont créer le prototype, ils vont dire, ça, c'est ce que nous aimerions possiblement faire. Et bien sûr, il faut le tester. Si nous avons une compagnie comme Apple, Samsung ou Huawei qui ont un nouveau téléphone, nous n'avons pas le prototype. Il y a un prototype qui a été fait. Ils ont testé ce prototype, ils ont regardé est-ce que tout fonctionne bien ensemble. Ils vont analyser et interpréter ce qu'ils ont du prototype. Donc, ils vont évaluer combien de temps le téléphone peut fonctionner, comment est-ce que le son est, l'écran et tout, la facilité d'avoir les différentes parties. Et ils vont faire un rapport, ils vont dire, OK, ça c'est notre prototype de la nouvelle version d'un téléphone. Et ils vont dire, OK, ces 3 choses fonctionnent bien, tandis qu'il y a peut-être 2 ou 3 choses qu'il faut améliorer. Et dans le processus de design ici en ingénierie, ils vont refaire le processus jusqu'à ce qu'ils arrivent à un prototype qui répond aux conditions initiales du projet. À savoir, on veut un téléphone, une nouvelle version avec de meilleures capacités que la version précédente. Maintenant, vous allez dire, pourquoi est-ce qu'une compagnie de téléphone va donner à chaque année un nouveau modèle? Et la raison sur cela, c'est que une compagnie peut décider, moi, je veux avoir le meilleur téléphone du monde et prendre 1 année, 2 années, 5 ans pour faire le meilleur téléphone. Le problème, c'est qu'après 5 ans, les composantes se sont améliorées et donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le produit final, 5 ans après, est à refaire parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Donc, une compagnie qui fait la conception d'appareils, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des prototypes et vont essayer d'avoir des produits nouveaux à tous les ans ou 2. Et la raison, c'est que il y a des personnes qui vont dire, OK, voici le prototype que nous avons, il fonctionne, on le met en production et on va le vendre. Donc, disons que c'est la version de téléphone de 2022. La raison de cela, c'est que les personnes vont dire, ah, c'est le nouvel appareil et cette compagnie permet de pouvoir avoir une entrée de fonds parce qu'ils vendent leur meilleur téléphone de ce moment-ci. Maintenant, lorsqu'ils vendent la nouvelle version, ils ont déjà commencé à préparer le prototype d'une version ou 2 dans le futur. Mais l'idée, c'est que pour développer des appareils, ça prend du temps et ça prend de l'argent. Donc, toute compagnie qui a des projets qui se rapportent à l'ingénierie, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont créer un produit qui fonctionne bien et ils vont le mettre en production et le vendre. De façon à ce que ce projet est un projet fini, on le vend, on reçoit de l'argent pour améliorer la prochaine version de ce produit pour être vendu l'année suivante. Et ça, c'est important parce que si on oublie de faire cela ou si on ne pense pas à cette idée de mettre en marché un produit qui fonctionne bien, c'est qu'on n'a pas cette entrée d'argent possible pour faire fonctionner notre compagnie. N'oubliez pas que si on est une équipe de 3 ingénieurs, on peut faire un excellent travail. Imaginez si on a une entrée d'argent pour avoir l'année suivante 5 ou 6 ingénieurs. Et notre compagnie peut grandir dans le futur parce que plus il y a de cerveaux et de personnes qui travaillent sur un projet, plus il y a de moyens d'améliorer les produits que nous avons parce qu'on a plusieurs idées. Donc ça, c'est la grande différence entre la démarche scientifique où on a un problème spécifique basé sur un aspect spécifique qui se rapporte aux sciences, que ce soit la chimie, en physique, en électricité ou autre. Lorsqu'on a des données scientifiques, à ce moment-là, on a, OK, nous allons voir est-ce qu'on peut faire un produit qui inclut plusieurs aspects scientifiques. On a des scientifiques qui ont déjà testé le matériel et nous, on veut le mettre ensemble pour créer un produit qui peut résoudre un problème ou un besoin dans notre société. Et les deux sont très importants.
Donc, moi, souvent, je vois bien que lorsqu'on est des scientifiques, c'est une question de théorie et de faire des labos pour bien comprendre, développer des nouvelles lentilles pour les téléphones, développer de nouvelles piles, de nouvelles batteries, de nouvelles composantes. Mais avoir des nouvelles composantes et des connaissances scientifiques, c'est fantastique, mais on a besoin d'ingénieurs pour prendre ces idées et dire, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ce qui est disponible pour répondre à un besoin? Donc, ces ingénieurs mettent ensemble différentes composantes pour faire quelque chose de fantastique. Que ce soit, comme j'ai montré ici comme idée, que ce soit un téléphone, une voiture, que ce soit un ordinateur, que ce soit un appareil aussi simple que, je ne sais pas, un ventilateur. Il y a certaines personnes il fait très chaud à certains endroits sur la planète, faire des climatiseurs qui fonctionnent bien, baisser les coûts, mais qui ont quand même d'excellents résultats. Donc, ces deux aspects sont très importants. Donc, il faut le garder ensemble. Certaines personnes qui sont ici dans l'audience vont aimer cette idée de faire des sciences, d'autres vont aimer faire cette idée d'ingénierie. Les deux sont aussi importants l'un de l'autre. Donc, si vous avez la chance de mettre dans la section commentaires en bas et me dire, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans le futur? Devenir plus un scientifique ou devenir plus un ingénieur? J'aimerais le savoir. C'est intéressant. Moi, j'ai aimé cette idée d'être scientifique. J'ai des amis qui sont ingénieurs et nous sommes tous contents avec ce que nous faisons. Alors ça, c'est notre deuxième point aujourd'hui. Nous avons une question. Donc, voyons voir ici. Donc, nous avons ici une question de chiffre alphabet et c'est comme ceci. Pourquoi est-ce que les ballons remplis d'hélium s'envolent-ils? Ça, c'est une excellente question. Donc, voyons voir si on peut mettre en place quelques idées. Excusez le son avec le petit marqueur. Donc, Terre. Atmosphère comme ceci. O2, CO2, azote, argon, néon et hélium comme ceci. Parfait. Donc, nous avons une excellente question aujourd'hui de chiffre alphabet. La question est pourquoi les ballons remplis d'hélium s'envolent-ils? Alors, ça, c'est intéressant. Donc, nous avons notre petite planète Terre, comme ceci, qui est entourée d'une atmosphère. Dans cette atmosphère, nous savons qu'il y a de l'azote, qu'il y a de l'oxygène, du dioxyde de carbone et d'autres gaz aussi. Donc, ici, j'ai mis un environnement où l'atmosphère n'a pas trop de pollution. Il y a de l'argon, du néon et il y a aussi de l'hélium. Donc, dans l'atmosphère, il y a des gaz. On le sait, on inspire certains gaz qui contiennent de l'oxygène, azote et dioxyde de carbone. On expire, tout l'azote qui est entré ressort. Une certaine quantité d'oxygène qui est entrée va rester dans notre corps et il y a un excès de CO2 qui va sortir. Très bien. Si moi, je décide de prendre un ballon, alors un ballon ici, et que j'inclus dans ce ballon les gaz de l'atmosphère, ce qui va arriver, c'est que l'air qu'il y a à l'intérieur du ballon est le même que l'atmosphère. Donc, puisqu'il y a un ballon de caoutchouc, le ballon de caoutchouc va descendre vers ici, vers le sol. Donc, vous avez sûrement déjà remarqué cela. Alors, l'idée, c'est comment est-ce que les ballons qui sont remplis d'hélium vont monter dans l'atmosphère. Donc, voyons voir, j'ai besoin de mon tableau périodique pour travailler, pour vous montrer cela. Donc, voilà, je vais enlever la question pour l'instant. Très bien. Lorsqu'on a notre atmosphère et qu'on a des composants ici de gaz, des composants, excusez,
Nous avons ici des molécules qui sont faites d'atomes. Donc, si on prend ici l'oxygène, le dioxyde de carbone, l'azote comme ceci. Donc, si on regarde ici, dans notre tableau périodique, nous avons ici l'azote qui a un numéro atomique de 7. Il y a l'oxygène avec un numéro atomique de 8. Et il y a ici le carbone avec un numéro atomique de 6. Donc, ici, nous avons 2 atomes d'azote ensemble. On a ici 3 atomes. Oh, je vais vous montrer ceci. Où est-ce que ma souris? Nous avons le dioxyde de carbone qui est 1 atome de carbone et 2 d'oxygène. Et il y a ici l'oxygène qui est 2 atomes d'oxygène comme ceci. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans ces atomes, nous avons des protons et des neutrons qui donnent une certaine masse à ceux-ci. Donc, si nous regardons encore le tableau périodique, nous avons ici le carbone, nous avons l'azote et nous avons l'oxygène. Donc, ce sont les 3 qui sont en vert ici. Mais si nous regardons l'hélium ici est un élément fait d'atomes d'hélium qui ont une masse qui sont beaucoup plus petites, mais ont aussi une dimension beaucoup plus petite. Alors, qu'est-ce qui arrive? Si on prend l'hélium comme ceci et que nous avons comme cela, disons que nous avons dans l'atmosphère, on va remontrer ceci. Si nous avons un volume ici d'atmosphère avec de l'oxygène, dioxyde de carbone et d'azote, il y a des atomes d'hélium qui sont beaucoup plus petits, qui sont éparpillés entre ces molécules de l'atmosphère. Alors ça, c'est intéressant parce que si nous décidons de prendre cette atmosphère et que nous décidons d'extraire ici l'hélium, comme ceci, et qu'on décide de mettre cet hélium dans un ballon, qu'est-ce qui arrive ici? C'est quelque chose d'intéressant. Nous avons un volume du ballon ici qui est rempli d'hélium, qui sont des atomes beaucoup plus petits. Et donc, si on regarde la masse relative, c'est que la masse du volume de gaz est beaucoup plus petite que si nous avons la masse de l'atmosphère ici. Alors ça, c'est intéressant. Donc, si on met ceci dans l'atmosphère, comme ceci, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive. Nous avons un gaz qui est léger. Alors, point de vue masse atomique, nous avons ici un ballon de caoutchouc, le même que le ballon de caoutchouc ici, mais chose intéressante, c'est qu'on a un volume qui est grand avec une masse plus petite. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que... Oups! On va changer de couleur. Alors, CO2, oxygène et azote ici. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ici, oxygène et azote. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a un ballon qui est relativement léger par rapport au volume et à la masse des autres atomes dans l'atmosphère. Ça veut dire que celui-ci a une petite poussée parce que c'est plus léger et donc ces grosses molécules vont dire « Ah, on va prendre la place en dessous ». Et éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le ballon va monter de plus en plus haut. Et donc, la résultante, on a un ballon d'hélium qui va monter vers le haut. Donc ici, c'est une question de masse relative. Je vais faire un autre exemple
qui se rapporte avec les montgolfières. Donc, si nous avons une montgolfière, comme ceci, comme cela, oups, c'est pas... Nous avons une montgolfière comme ceci. Une montgolfière, c'est un volume de gaz. Autour, ici, nous avons l'atmosphère avec l'azote, CO2 et oxygène. À l'intérieur, on a exactement la même chose. Mais la différence, c'est que nous prenons une flamme pour, ici, qu'est-ce qui arrive? Pour réchauffer l'atmosphère qu'il y a ici à l'intérieur du ballon. Et lorsqu'on augmente la température, les atomes de l'atmosphère commencent à vibrer un peu plus. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont prendre pour le même volume beaucoup plus d'espace. Et donc, pour un volume spécifique, la masse diminue et donc le ballon va monter dans le ciel. Va prendre un courant de vent et va se promener. Si la montgolfière veut redescendre, nous arrêtons la flamme ici. La température globale ici de l'air à l'intérieur du ballon va diminuer. Et éventuellement, la montgolfière va redescendre sur le sol. Donc, une montgolfière utilise les gaz de l'atmosphère réchauffée. Donc, on augmente le volume du ballon. Donc, la masse relative du gaz à l'intérieur est plus petite que la masse relative autour du ballon. Et donc, notre ballon va augmenter. Lorsqu'on a des petits ballons, c'est facile. On a un volume qui est plus petit. On fait la même chose. On met de l'hélium dans un ballon. Ceci nous permet d'avoir, dans un volume donné, une masse relative très, très faible et celle-ci va augmenter. Maintenant, vous allez dire, oui, mais comment est-ce qu'on sait que l'hélium, qui est un gaz, a un effet différent que le gaz de l'atmosphère? Vous avez sûrement déjà vu sur vidéo, peut-être en personne, quelqu'un qui inspire un peu d'hélium à partir d'un ballon. La voix serait différente. Donc, la voix est beaucoup plus aiguë que si quelqu'un parle dans l'atmosphère ici. Et la raison de cela, c'est que le son voyage différemment à l'intérieur de différents milieux. Donc, lorsqu'on a de l'hélium, le son voyage beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus aigu. Dans l'atmosphère, on a une certaine voix. Et essayez de parler dans l'eau. Allez à la mer ou allez dans une piscine et parlez dans l'eau. Vous allez voir que le son ne se propage pas de la même façon. Donc, il y a les propriétés des gaz et l'hélium. Ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde le tableau périodique, c'est que la masse de ce gaz par rapport au volume est tellement petit qu'automatiquement, le ballon va monter dans le ciel. C'est une excellente question ici chez le frère Fabet ce matin. Donc, voyons voir s'il y a une autre question ici de vous ce matin. On va regarder. Voyons voir. C'est bon, c'est bon. Je vais voir si je n'ai pas un autre sujet que je voulais indiquer ce matin. C'est Artemis, on avait ceci, le programme de sciences. Et je pense que ça, ce sont les sujets que nous allons voir aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous ce matin. Je suis content d'avoir répondu à vos questions. N'oubliez pas que si vous regardez en rediffusion, mettez votre question dans la section clavardage. Ça fait toujours plaisir de les lire et de répondre à vos messages. Comme ça, on peut avoir une émission qui fonctionne très bien. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. Alors, au revoir.